Le souffle court, mon cœur battait à la chamade, tambourinant contre mes côtes comme un oiseau paniqué dans une cage trop petite. L'odeur du cuir neuf des sièges, un parfum riche et sombre, m'enveloppait, mais je n'y prêtais aucune attention. Mes mains moites agrippaient mes genoux, le tissu de mon pantalon serré sous mes doigts. Dehors, les lumières de Paris filaient comme un ruban flou à travers la vitre teintée du SUV. Chaque ruelle, chaque immeuble, haussmannien, chaque feu rouge était une torture. J'avais l'impression d'être une bête traquée, enfin prise au piège. Cela faisait 3 jours que je fuyais. 3 jours à dormir dans des hôtels miteux à Saint-Denis, à ne pas oser regarder mon propre reflet, à me ronger les sangs. Et maintenant, cette voiture noire, ces 2 colosses à mes côtés, silencieux et implacables. Comment en étais-je arrivé là? La question tournait en boucle dans ma tête, un disque rayé et incessant. Ma gorge était sèche, le goût du sang métallique remontait encore de mes gencives. Je ne me souviens plus de l'heure exacte. Est-ce que c'était un mardi? Ou peut-être un mercredi? La fin de journée, ça c'est sûr. Le bureau de l'agence Dubois et Associés, dans le 16e arrondissement de Paris, se vidait lentement. Le bruit des talons qui claquaient, des conversations qui s'éteignaient. Un silence pesant que j'avais attendu. J'avais attendu que Marie, oui Marie, soit seule dans la salle de réunion, celle où notre proposition pour le compte Leclerc venait d'être rejetée, encore une fois, à cause d'elle. Mon souvenir le plus vif, c'est le geste. Ce moment où la poubelle en métal, l'horrible poubelle gris-souris du bureau, ait percuté le mur avec un fracas assourdissant. Elle avait raté la tête de Marie de quelques centimètres. Elle avait trébuché en arrière, ses épaules heurtant l'armoire métallique alors que j'avançais vers elle. Mon visage, je ne savais pas ce qu'il exprimait à ce moment-là, mais je me rappelle la terreur dans les siens. Les papiers qui jonchaient le sol, comme une averse de neige un peu sale, et le coup qui avait connecté avec sa mâchoire. Je me souviens encore de la sensation dans ma main. Sa tête avait pivoté, des étoiles avaient explosé dans ma vision. J'avais voulu crier, mais ma main s'était fermée sur sa bouche et je l'avais plaquée contre la grande baie vitrée. Le verre avait vibré. Ses doigts griffaient inutilement mon bras, sa panique se lisant dans ses yeux écarquillés. Puis, le noir. Tout était devenu noir. La dernière chose que j'avais vue avant le néant, c'était la veine palpitant dans ma propre tempe et une expression étrange, presque surprise dans ses yeux alors qu'elle s'écroulait au sol. J'étais resté là, au-dessus de son corps inanimé. Ma poitrine se soulevait violemment, mes jointures me faisaient un mal de chien. La réalité m'avait submergé comme un seau d'eau glacée. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Bon sang! Sa tête était à un angle bizarre sur la moquette, un bras tordu sous elle. Un mince filet de sang coulait de son nez. Mes mains tremblaient en reculant. Je me suis presque pris les pieds dans une chaise renversée. Le bureau était devenu trop silencieux. Seul le bourdonnement de la climatisation et ma respiration haletante remplissaient l'espace. Il fallait que je sorte. Il fallait que je parte avant que quelqu'un ne les trouve. Mon esprit s'emballait, cherchant des excuses, des explications, tout ce qui pourrait donner un sens à ce qui venait de se passer. Mais rien ne venait. Seulement le poids écrasant de mon geste. J'avais attrapé ma veste et ma mallette, jetant un dernier regard à Marie avant de m'enfuir de la salle de conférence. Mes pas résonnaient dans le couloir vide. Il était près de 19 heures. La plupart des employés étaient partis depuis des heures. C'est pour ça que je l'avais coincé ici, attendu qu'on soit seul. La descente en ascenseur m'avait semblé une éternité. Chaque étage, un rappel du corps que j'avais laissé 23 étages plus haut. Quand les portes s'étaient enfin ouvertes sur le hall, je m'étais forcé à marcher normalement, saluant le gardien de sécurité qui levait à peine les yeux de son téléphone. L'air de novembre avait fouetté mon visage en sortant sur le trottoir parisien. Des taxis jaunes fonçaient, klaxonnant. Les gens se pressaient, émitouflés dans leurs manteaux et leurs écharpes,
totalement inconscient que je venais de commettre un acte de violence. Peut-être pire. Respirait-elle encore quand j'étais parti? Je ne pouvais pas me rappeler. La panique serrait ma poitrine plus fort. J'avais hélé un taxi, donné mon adresse à Montreuil et m'étais affalé sur le siège essayant de calmer ma respiration. C'est ça, ma vie. Des fuites, des regrets et maintenant, ça. Pendant ce temps, dans un luxueux penthouse surplombant le jardin du Luxembourg, Pierre Castellano était assis derrière un énorme bureau en acajou. Il écoutait son bras droit, Laurent, détailler les collectes de la semaine. Pierre, 42 ans, avait quelques mèches argentées dans ses cheveux sombres et des yeux qui pouvaient transpercer l'acier. Il portait un costume Tom Ford sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Pour le monde, il était un promoteur immobilier à succès. Pour ceux qui en savaient plus, il était le chef de l'une des familles les plus puissantes de Paris. Son téléphone avait vibré. Il avait jeté un coup d'œil à l'écran. Marie. Sa petite sœur appelait rarement pendant les heures de bureau. Elle savait qu'il ne fallait pas interrompre à moins que ce ne soit important. « Excuse-moi, Laurent », avait dit Pierre, levant d'une main. Laurent s'était immédiatement tu, rassemblant ses papiers. Pierre avait répondu « Marie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Silence. « Marie ?» Toujours rien, mais il pouvait entendre quelque chose. Une respiration superficielle et difficile, puis une voix d'homme en arrière-plan, jurant, le son de quelque chose traînant sur le sol. Puis la ligne s'était coupée. Le sang de Pierre s'était glacé. Il avait recomposé immédiatement. Ça avait sonné une fois, 2 fois, puis était tombé sur la messagerie vocale. Il avait réessayé. Même résultat. Il s'était levé si brusquement que sa chaise avait reculé et heurté le mur. « Laurent, j'ai besoin d'Antoine et de Sacha. Maintenant, il est arrivé quelque chose à Marie. » L'expression de Laurent était passée instantanément du mode affaire au mode combat. En moins de 2 minutes, Antoine et Sacha étaient apparus dans le bureau. Les 2 hommes, bâtis comme des armoires, portaient des armes sous leurs costumes coûteux. « Trouvez ma sœur », avait dit Pierre, sa voix d'un calme mortel. « Elle travaille à l'agence Dubois et Associés sur l'avenue Montaigne. Quelque chose ne va pas. Je veux qu'elle soit retrouvée dans les 10 prochaines minutes et je veux savoir qui est responsable. » Antoine avait sorti son téléphone, déjà en train d'appeler leur expert en technologie. Sacha s'était dirigé vers la porte. Pierre arpentait son bureau comme un animal en cage, son esprit parcourant des scénarios, chacun pire que le précédent. Marie avait insisté pour vivre une vie normale, travailler à un emploi régulier, garder ses distances avec les affaires familiales. Il avait respecté cela, même admiré. Mais il s'était aussi assuré qu'elle était protégée, qu'elle avait un bouton de panique déguisé en pendentif, que son téléphone était suivi, que les caméras de sécurité de son immeuble étaient sous son contrôle. Il avait ouvert l'application de suivi sur sa tablette. Son téléphone était toujours au bureau, 23e étage, salle de conférence C, immobile. Sa mâchoire s'était serrée si fort que ses dents lui avaient fait mal. « Prépare la voiture », avait-il dit à Laurent. « J'y vais moi-même. » Le trajet de la Plaine Monceau au 16e avait pris 12 minutes. Pierre avait passé chaque seconde à planifier ce qu'il ferait quand il découvrirait qui avait touché sa sœur. La famille Castellano avait des règles. La plus importante était simple. On ne touche pas à la famille. Marie était intouchable. Tous ceux qui comptaient le savaient. Alors, celui qui avait fait ça avait soit un vœu de mort, soit il ne savait pas à qui il avait affaire. Antoine avait appelé alors qu'ils étaient à 3 pâtés de maison. « Patron, on l'a trouvée. Salle de conférence au 23e. Elle est inconsciente et elle saigne. J'ai appelé le médecin. »« Elle respire ?» avait demandé Pierre. Sa voix aurait pu geler la scène. « Oui, patron, elle respire. Le pouls est stable, mais quelqu'un l'a bien amoché. »« Ne la bougez pas. J'arrive dans 2 minutes. » La Mercedes de Pierre s'était arrêtée devant l'immeuble. Il n'avait pas attendu que Laurent lui ouvre la porte.
Il était sorti et en mouvement, son manteau flottant derrière lui alors qu'il traversait le hall. Le gardien de sécurité avait commencé à parler, mais quelque chose dans l'expression de Pierre l'avait fait se taire net. Pierre avait pris l'ascenseur, chaque seconde une agonie, ses mains serrées en poing. Celui qui avait fait ça paierait. Il payerait d'une manière qu'il ne pouvait pas imaginer. L'ascenseur s'était ouvert au 23e. Antoine se tenait dans le couloir, son énorme carrure bloquant la vue sur la salle de conférence. Quand il avait vu Pierre, il s'était écarté. Pierre était entré dans la pièce et avait senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Marie était allongée sur le sol, Sacha agenouillé à ses côtés, tenant un chiffon sur sa tête. Son visage était déjà gonflé, un hématome fleurissait sur sa joue. Sa lèvre était fendue, du sang séché sous son nez. Pierre avait traversé la pièce et s'était agenouillé à ses côtés, sa main tremblante alors qu'il lui touchait les cheveux. « Marie! Marie, tu m'entends? » Ses paupières avaient papillonné. Un petit gémissement s'était échappé de ses lèvres. « Le docteur arrive dans 5 minutes, » avait dit Antoine doucement. Elle a appelé quelqu'un avant de s'évanouir. C'est comme ça qu'on a eu l'alerte. « Qui a fait ça? » avait demandé Pierre, sans lever les yeux, son attention entièrement sur sa sœur. Les caméras de sécurité montrent un type nommé Julien Dupré. Il travaille dans son département. Il l'a coincé ici vers 18h45. Ils se sont disputés, puis il l'a agressé, l'a laissé ici et est sorti comme si de rien n'était. Julien Dupré, avait répété Pierre, gravant le nom dans sa mémoire. Trouvez-le, je veux tout savoir. Où il vit, où il mange, qui il aime, ce qu'il craint. Je veux sa vie entière cartographiée avant minuit. C'est déjà fait, patron, avait dit Sacha. Un homme d'une 60aine d'années était arrivé, portant une maillette médicale, le docteur Vincent Lemaire, qui ravaudait les membres de la famille Castellano depuis 3 décennies. Il avait examiné Marie avec une efficacité professionnelle, vérifiant ses pupilles, son pouls, les dégâts sur son visage. Commotion cérébrale, c'est sûr, possible fracture du malaire. Je dois l'emmener quelque part où je peux faire un scanner approprié. Hôpital, avait demandé Pierre. Non, avait dit Pierre immédiatement. Les hôpitaux signifiaient des questions, des rapports de police, des enquêtes. Emmenez-la à la planque de Saint-Denis. Vous avez tout ce dont vous avez besoin là-bas. Vincent avait hoché la tête. Il s'attendait à cette réponse. Ils avaient transporté Marie avec précaution, Pierre dans le SUV, la tête de Marie sur ses genoux. Elle flottait entre conscience et inconscience, marmonnant des incohérences. Chaque fois qu'elle grimaçait de douleur, Pierre sentait la rage monter dans sa poitrine, un tsunami sur le point de déferler. Au moment où ils avaient atteint la planque, une modeste maison de ville dans un quartier tranquille de Saint-Denis qui servait de centre médical d'urgence pour la famille, Vincent avait tout préparé. Pierre se tenait à l'extérieur de la salle d'examen, Laurent à ses côtés pendant que Vincent travaillait. 45 minutes plus tard, le docteur était ressorti. Elle ira bien. Le malaire n'est pas fracturé, juste très contusionné. La commotion cérébrée est modérée. Elle a besoin de repos et d'une surveillance pendant les prochaines 24 heures. Elle a de la chance que ce ne soit pas pire. Pierre avait hoché la tête lentement. Je peux la voir? Elle dort maintenant, mais oui. Pierre était entré dans la pièce. Marie semblait petite dans le lit d'hôpital, une intraveineuse dans le bras, des moniteurs bipant doucement. Il avait tiré une chaise à côté d'elle et lui avait pris la main, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'ils étaient enfants. Leurs parents étaient morts quand Pierre avait 19 ans et Marie 8. Il l'avait élevée, protégée, construit un empire pour s'assurer qu'elle ne manquerait jamais de rien, et quelqu'un l'avait blessée. Son téléphone avait vibré. Un message d'Antoine. On l'a eu. Julien Dupré, 29 ans, vit à Belleville, dans son appartement maintenant. Que voulez-vous qu'on fasse? Pierre avait tapé. Surveillez-le. N'approchez pas encore. Je veux m'en occuper personnellement. Il avait besoin de savoir pourquoi. Pourquoi ce Julien Dupré avait pensé pouvoir poser les mains sur Marie. Puis il déciderait comment l'homme paierait. Moment, ici je dois m'interrompre.
Toute cette histoire, la situation avec Pierre, était en fait totalement absurde. Je veux dire, pensez-y, un ancien truand qui se transforme en promoteur immobilier respectable, une sœur qui veut à tout prix échapper à cette emprise. Et moi, Julien, un type lambda qui bosse en marketing, qui finit par se retrouver pris entre les deux, juste parce que j'ai pété les plombs au boulot. C'est le genre de scénario que tu vois dans les films. Mais jamais tu ne t'imagines que ça puisse t'arriver. En maudit, jamais. En plus, je ne savais rien de leur passé, de qui était Marie. Si j'avais su, si j'avais juste eu la moindre idée, je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait. Mais c'est ça le problème, n'est-ce pas? L'ignorance est une sacrée salope. Ça nous fait faire des choses stupides et après, on paye le prix fort. C'est comme ça que les vies basculent, sur un malentendu, un coup de son, une chose bête qui finit par tout changer. Mais bon, on s'égare. Revenons à l'histoire. Julien était assis dans son appartement, une bière à la main, essayant de se convaincre que tout irait bien. Alors, il avait perdu son sang-froid. Et alors? Marie ne le dénoncerait probablement même pas. Elle serait trop embarrassée. Et même si elle le faisait, c'était sa parole contre la sienne. Aucun témoin. Il pouvait prétendre qu'elle l'avait attaqué en premier, qu'il s'était défendu. Les caméras du bureau ne couvraient pas la salle de conférence. Il avait vérifié. Il était en sécurité. Mais ses mains ne cessaient de trembler. Il avait travaillé à l'agence Dubois et Associés pendant 4 ans, se démenant, faisant des semaines de 80 heures, décrochant des comptes qui maintenaient l'entreprise à flot. Et qu'avait-il obtenu? 2 promotions refusées. Les 2 fois, il l'avait donné à quelqu'un de moins qualifié. La 2e fois, il l'avait donné à Marie. Marie qui n'était là que depuis 18 mois. Marie qui passait la moitié de son temps à des appels personnels. Marie qui avait clairement une connexion avec la direction qui n'avait rien à voir avec le mérite. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Quand il l'avait confrontée ce jour-là, exigeant de savoir pourquoi elle avait saboté sa présentation pour le compte Leclerc, elle l'avait juste regardé avec ses yeux calmes et condescendants et avait dit qu'il devait contrôler ses émotions, que son agressivité était la raison pour laquelle il était constamment ignoré. Contrôler ses émotions, comme si elle avait la moindre idée de ce que c'était de travailler pour tout et de voir tout être donné à quelqu'un d'autre. Il avait craqué, l'avait attrapé, l'avait secoué. Elle avait essayé de se dégager et il l'avait poussée. Elle était tombée, s'était cogné la tête sur la table, puis avait essayé de se relever et il l'avait frappée juste une fois, peut-être 2. Il ne se souvenait plus exactement. Puis elle était au sol et il était debout au-dessus d'elle et tout lui semblait être arrivé à quelqu'un d'autre. Son téléphone avait sonné. Numéro inconnu. Il avait laissé tomber sur la messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, ça en avait sonné à nouveau, même numéro inconnu. Il avait répondu « Oui ». Silence, mais quelqu'un était là. Il pouvait entendre une respiration. « Allô, qui est-ce » La ligne s'était coupée. Julien avait posé le téléphone, un malaise rampant le long de sa colonne vertébrale. Probablement un appel indésirable, c'est tout. Juste une coïncidence. Il avait fini sa bière, en avait attrapé une autre dans le frigo. Il avait besoin de dormir, d'oublier cette journée, de repartir à zéro le lendemain. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Marie. La façon dont sa tête avait basculé quand il l'avait frappée. La façon dont elle s'était effondrée comme une marionnette dont les ficelles avaient été coupées. Vers 2 heures du matin, il s'était enfin assoupi pour se réveiller à 5 heures, trempé de sueur à cause d'un cauchemar dont il ne se souvenait pas. Il avait appelé au travail pour dire qu'il était malade. Il ne pouvait pas faire face à ce bureau, à cette salle de conférence. Vers midi, il s'était aventuré dehors pour prendre un café au restaurant du coin. Quand il était revenu à son immeuble, il avait remarqué un SUV noir garé en face, vitres teintées, moteur allumé. Quelque chose le rongeait. Il s'était dépêché d'entrer. De sa fenêtre du 4e étage, il avait regardé le SUV. Il ne bougeait pas. Juste là, au ralenti.
Il s'était dit qu'il était paranoïaque. Paris était plein de SUV noirs. Mais 3 heures plus tard, il était toujours là. Son téléphone avait vibré. Un message d'un numéro inconnu. Tu as fait une erreur. La bouche de Julien s'était asséchée. Il avait tapé « Qui est-ce » Pas de réponse. Un autre message était arrivé. Cette fois, une photo. Julien avait fixé l'écran, son sang se glaçant. C'était une photo de lui ce matin, quittant son immeuble, prise de l'intérieur du SUV noir. « Que voulez-vous » avait-il tapé frénétiquement. La réponse avait été immédiate. « Tu as blessé la mauvaise personne. » Les genoux de Julien avaient lâché. Il s'était affaissé sur son canapé, le téléphone tremblant dans sa main. Ça ne pouvait pas arriver. Qui lui envoyait des messages? Pourquoi le surveillait-il? C'était à cause de Marie? Avait-elle un petit ami, un frère, un membre de la famille trop protecteur? Il fallait qu'il parte, qu'il fasse un sac, qu'il quitte la ville, qu'il disparaisse un moment jusqu'à ce que ça se tacle. Il avait attrapé un sac de voyage dans son placard et avait commencé à y jeter des vêtements. Ses mains étaient maladroites avec la fermeture éclair. Tout semblait irréel, comme s'il se déplaçait dans l'eau. On avait frappé à la porte, le figeant sur place. 3 coups secs. Pause. 3 autres. Julien ne respirait pas. Il ne bougeait pas. Julien Dupré, une voix d'homme. Une voix d'homme, calme et froide. Nous devons parler. Je ne suis pas là, avait crié Julien, réalisant immédiatement à quel point cela semblait stupide. Un léger rire de l'autre côté de la porte. Nous pouvons faire ça facilement ou difficilement. C'est votre choix, mais nous aurons cette conversation de toute façon. Julien avait regardé son appartement. Il était au 4e étage, pas d'issue de secours. La seule sortie était par cette porte. Il avait envisagé d'appeler la police, mais que dirait-il? Que quelqu'un avait frappé à sa porte? Il s'en ficherait, et s'il leur parlait de l'attaque sur Marie, il finirait arrêté. Il s'était glissé jusqu'à la porte et avait regardé par le Judas. 2 hommes se tenaient dans le couloir. Les 2 étaient massifs, portant des costumes qui ne pouvaient cacher leur carrure. Ils avaient l'air de pouvoir le briser en 2 sans effort. « Que voulez-vous » avait demandé Julien à travers la porte. Juste pour parler de Marie Castellano. Castellano, le nom avait frappé Julien comme un coup de plein fouet. Il avait déjà entendu ce nom, lu dans les journaux, vu dans des documentaires sur le crime. La famille Castellano, l'une des organisations criminelles les plus célèbres de Paris. Non, non, ça ne pouvait pas être ça. Marie travaillait dans le marketing. Elle était normale. Elle ne pouvait pas être liée à la mafia. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », avait dit Julien, sa voix se brisant. « Ouvre la porte, Julien. Dernière chance de faire ça facilement. » Les instincts de survie de Julien avaient pris le dessus. Il avait attrapé ses clés et son téléphone, avait couru à la fenêtre, l'avait ouverte et avait regardé l'échelle de secours. Il s'était trompé. Il y en avait une, juste pas attachée à sa fenêtre. Il devrait sauter jusqu'à l'échelle du bâtiment voisin, à environ 2 mètres de distance. Avant de pouvoir se dissuader, il avait entendu la serrure de sa porte céder avec un claquement. Il n'avait pas regardé en arrière. Il avait escaladé la fenêtre, s'était équilibré sur le rebord étroit et avait sauté. Ses mains avaient attrapé l'échelle, son corps avait claqué contre le métal. Une douleur avait traversé ses côtes, mais il s'était accroché, descendant aussi vite qu'il le pouvait. Il avait touché le sol, courant, sprintant dans l'allée. Derrière lui, il avait entendu des cris, des pas martelants. Il n'avait pas osé regarder en arrière. Il avait couru sur des pâtés de maisons, se faufilant dans la foule, se faufilant dans une station de métro. Ce n'est que lorsqu'il était dans un train bondé se dirigeant vers le centre-ville qu'il s'était autorisé à respirer. Son téléphone avait vibré. Un autre message. « Fuir ne servira à rien. Nous te trouverons. Et quand nous le ferons, tu souhaiteras avoir parlé. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Sincèrement. » Marie s'était réveillée lentement,
sa tête martelée comme si quelqu'un la frappait avec un marteau. La pièce lui était étrangère. Mur blanc, équipement médical, l'odeur d'antiseptique. Elle avait essayé de s'asseoir et l'avait immédiatement regretté. La douleur avait explosé sur son visage et son crâne. « Doucement, Marie. Ne bouge pas trop vite. » La voix de son frère, rauque d'épuisement et d'inquiétude. Elle avait tourné la tête avec précaution. Pierre était assis à côté du lit, sa chemise froissée, sa cravate desserrée, des cernes sous les yeux. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Sa voix était sortie rauque. « Tu as été agressé à ton bureau. Tu te souviens? » Des images avaient traversé son esprit. Le visage de Julien tordu de colère, ses mains l'attrapant, le goût du sang, la douleur, les ténèbres. Julien, avait-elle murmuré. Il était si en colère à propos de la promotion, à propos du comte Leclerc. Il m'a coincé dans la salle de conférence. J'ai essayé de le calmer, mais il devenait de plus en plus agité. Puis Elle avait touché son visage avec précaution, sentant le gonflement. L'expression de Pierre était passée de la préoccupation au meurtrier en un battement de cœur. Il a dit quelque chose, donné une raison. Il a dit que je ne méritais pas ma position, que je lui avais volé des opportunités, que je devais apprendre ma place. Les yeux de Marie s'étaient remplis de larmes, non pas de douleur, mais de l'humiliation de tout cela. Elle avait travaillé si dur pour construire une vie séparée du nom des Castellano, pour prouver qu'elle pouvait réussir par ses propres mérites. Et Julien l'avait agressée de toute façon, basée sur ses propres suppositions paranoïaques. « Où est-il maintenant? » avait-elle demandé. « C'est de ça que je dois te parler. Marie, tu sais ce que je fais. Tu sais ce que cela signifie. L'homme qui t'a fait du mal, il va payer pour ce qu'il a fait. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux. C'est ta vie, ton choix. Tu as toujours évité les affaires et j'ai respecté ça. Alors, je te demande, comment veux-tu que cela soit géré? » Marie avait fermé les yeux. C'était exactement ce dont elle avait eu peur. Pourquoi elle avait gardé ses distances avec le monde de Pierre? La violence engendrant la violence. Mais Julien l'avait frappée jusqu'à l'inconscience et l'avait laissé mourir. Si Pierre ne l'avait pas trouvée, qui sait combien de temps elle serait restée là? « Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait, » avait-elle dit finalement. « Je veux qu'il sache qu'il y a des conséquences. Mais Pierre, je ne veux pas qu'il meure, je ne te demande pas de le tuer. » Pierre avait hoché la tête lentement. « D'accord, pas de meurtre, mais il va devoir répondre de ses actes, Marie. Je ne peux pas laisser passer ça. Si les gens pensent qu'ils peuvent toucher ma famille sans conséquence, c'est fini pour nous. » « Je sais, je comprends. Promets-moi juste que tu feras preuve de retenue. Je le promets, sur la tombe de papa et maman. » Pierre s'était levé, lui avait embrassé le front doucement. « Repose-toi. Vincent dit que tu dois rester calme pendant quelques jours. Je ferai en sorte que quelqu'un t'apporte tout ce dont tu as besoin. » Une fois Pierre parti, Marie resta allongée dans le noir, fixant le plafond. Cela faisait des années qu'elle tentait de prouver qu'elle était plus que son nom de famille, plus que la princesse de la mafia, que tout le monde s'attendait qu'elle soit. Elle avait obtenu son diplôme, bâti sa carrière, noué des amitiés avec des gens qui n'avaient aucune idée de sa famille. Et en un moment de violence, Julien avait brisé cette illusion. Car désormais, le nom Castellano allait entrer en jeu, qu'elle le veuille ou non. Maintenant, laissez-moi vous raconter un peu comment Marie a vécu ce moment, le poids de la décision. Elle s'était souvenue de toutes les histoires qu'on lui avait racontées enfant, les silences pesants de sa grand-mère quand le nom de son père était prononcé, le regard dur de Pierre, son frère, qu'il avait toujours protégé comme une chose précieuse et fragile. La vengeance, c'était dans leur sang, une forme de justice primordiale. Ne pas la demander, c'était presque une trahison. Mais au fond d'elle, une autre voix s'était élevée. Elle avait été terrifiée, oui, mais aussi humiliée. Laisser Pierre le tuer, ce serait mettre fin à la question, mais cela ne la satisferait pas vraiment.
Elle voulait qu'il comprenne, qu'il réalise l'ampleur de son geste, pas seulement pour la punition, mais pour la leçon. Elle se revoyait enfant, une petite fille obstinée qui voulait toujours que l'on écoute ses raisons avant d'être punie. C'est ça qu'elle voulait lui donner. Une chance de comprendre. Julien avait passé 3 jours à se déplacer entre des motels miteux dans la banlieue de Lille, payant en espèces, utilisant un faux nom. Il dormait à peine, sursautant au moindre bruit, vérifiant le parking de manière obsessionnelle pour des SUV noirs. Son argent s'épuisait. Il ne pouvait pas accéder à son compte bancaire parce qu'il le surveillait. Il ne pouvait pas retourner à son appartement. Il ne pouvait contacter personne de son ancienne vie. Le 4e jour, il avait fait une erreur. Il était allé dans un restaurant routier près d'une autoroute pour prendre son petit déjeuner, affamé et désespéré d'avoir de la nourriture chaude. Il était à mi-chemin de ses œufs brouillés quand il les avait vus. 2 hommes en costume entrant, scannant la pièce, leurs yeux se fixant sur lui. Julien avait fui, laissant 20 € sur la table et avait couru vers la sortie arrière. Mais quelqu'un l'y attendait aussi. Un homme massif lui avait bloqué le chemin, les bras croisés, l'expression ennuyée. « Salut, Julien, je suis Antoine, nous te cherchions. » Julien avait essayé de le dépasser. C'était comme de percuter un mur de briques. Antoine l'avait attrapé par le col et l'avait ramené calmement à travers le restaurant. Les 2 autres hommes l'avaient encadré. Chaque client de l'endroit avait fait semblant de ne pas se remarquer, alors qu'ils escortaient Julien vers le SUV noir, au ralenti au bord du trottoir. Ils l'avaient mis sur la banquette arrière entre 2 hommes qui sentaient le parfum cher et la violence. Personne n'avait parlé pendant le trajet de retour vers Paris. L'esprit de Julien s'était emballé avec des possibilités. Le conduisait-il quelque part pour le tuer? Jeter son corps dans la Seine, il avait vu suffisamment de films pour savoir comment ça marchait. Le SUV s'était engagé dans un parking souterrain. Il l'avait emmené à un ascenseur, était monté en silence. Quand les portes s'étaient ouvertes, Julien s'était retrouvé dans un penthouse de luxe qui coûtait probablement plus que ce qu'il gagnerait en 10 vies. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur le jardin du Luxembourg. De l'art moderne sur les murs. Tout criait argent et pouvoir. Un homme était assis derrière un bureau à l'autre bout de la pièce. Cheveux sombres, argentés aux tempes, costume élégant, yeux comme de l'acier gelé. Il avait désigné une chaise en face de lui. « Asseyez-vous, Julien. » Les jambes de Julien fonctionnaient à peine, mais il avait atteint la chaise et s'était effondré dedans. L'homme l'avait étudié un long moment, sans rien dire. Le silence était pire que n'importe quelle menace. Finalement, l'homme avait parlé. « Mon nom est Pierre Castellano. La femme que vous avez agressée est ma sœur. » La vessie de Julien avait failli le lâcher. Il connaissait ce nom. Tout le monde à Paris connaissait ce nom. Pierre Castellano, chef de la famille criminelle Castellano. Et il avait frappé la sœur de cet homme jusqu'à l'inconscience. « Je ne savais pas, avait-il balbutié. Je jure devant Dieu que je ne savais pas qui elle était. Si j'avais su... Si vous aviez su, vous ne l'auriez pas touché. Mais vous ne saviez pas. Alors vous avez pensé que vous pouviez blesser une femme de moitié votre taille parce que vous étiez en colère à propos de votre pathétique carrière? » La voix de Pierre était calme, contrôlée, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. « Dites-moi, Julien, pensez-vous que c'est un comportement acceptable? » « Non, non, bien sûr que non. J'ai fait une terrible erreur. J'étais stressé et j'ai perdu le contrôle et je... Vous avez frappé ma sœur jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Vous l'avez laissée saigner sur le sol. Vous avez fui comme un lâche. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai auprès d'elle. Je paierai ses frais médicaux. Je quitterai mon emploi et quitterai la ville. Tout ce que vous voulez. » Pierre s'était adossé à sa chaise. « Voici le problème, Julien. Vous avez blessé quelqu'un que j'aime, quelqu'un sous ma protection et dans mon monde. Cela exige un paiement, une dette que vous ne pouvez pas régler avec de l'argent ou des excuses.
Julien sentait les larmes couler sur son visage. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît, j'ai une famille. Ma mère, elle a besoin de moi. Les enfants de ma sœur, je suis leur parrain. S'il vous plaît. » « Je ne vais pas vous tuer, » avait dit Pierre, et Julien avait presque chancelé de soulagement. « Mais vous allez travailler pour moi. » Julien cligna des yeux, confus. « Quoi? Vous me devez une dette, vous allez la rembourser par le service. Vous ferez ce que je vous dirai, quand je vous le dirai, aussi longtemps que je le dirai. Vous allez faire partie de mon organisation, et peut-être que si vous vous montrez utile et digne de confiance, vous pourriez survivre à cela avec votre vie intacte. « Je ne peux pas travailler pour la mafia, » avait dit Julien désespérément. « Je ne suis pas un criminel. Je n'ai même jamais eu d'amende pour excès de vitesse. »« Vous êtes devenu un criminel lorsque vous avez agressé ma sœur, » avait répondu Pierre calmement. « Maintenant, vous décidez simplement quel genre de criminel vous serez. Un qui travaille pour moi et reste en vie, ou un qui refuse et fait face aux conséquences. Quel genre de travail? Cela dépend. Dans quoi êtes-vous peint? L'esprit de Julien était vide. Je suis dans le marketing, la gestion de comptes, les relations clients. L'expression de Pierre avait légèrement changé. Un soupçon d'intérêt. Marketing, gestion de comptes. En fait, cela pourrait être utile. Nous avons plusieurs entreprises légitimes qui ont besoin de meilleures stratégies marketing. Et votre expérience en entreprise signifie que vous pouvez évoluer dans des cercles que mes associés habituels ne peuvent pas. Vous voulez que je fasse du marketing pour la mafia? Je veux que vous fassiez tout ce que je vous dirai. Parfois, ce sera du marketing. Parfois, ce sera livrer des colis. Parfois, ce sera de vous taire et de suivre les ordres. Est-ce que nous nous comprenons? Julien avait regardé autour de la pièce. Antoine se tenait près de l'ascenseur, les bras croisés. Un autre homme se tenait près de la fenêtre. Les deux étaient clairement armés, clairement préparés à le gérer s'il refusait. Ils n'avaient aucun levier, aucune option, aucune issue. « Oui, » avait-il murmuré. « Nous nous comprenons. » « Bien, Laurent vous trouvera un appartement, une nouvelle identité à certaines fins et des instructions pour votre première mission. Vous ferez un rapport quotidien. Vous irez où nous vous dirons. Vous ferez ce que nous vous dirons. » Et Julien, Pierre s'était penché en avant, sa voix tombant dans un murmure qui avait pourtant rempli la pièce. « Si jamais vous pensez à fuir à nouveau, ou à aller voir la police, ou à trahir cette famille de quelque manière que ce soit, vous souhaiterez que je vous ai tué aujourd'hui. Est-ce clair? » « Oui, monsieur, très clair. » Laurent était apparu d'une porte latérale et avait fait signe à Julien de le suivre. Alors que Julien se levait sur des jambes tremblantes, Pierre avait reparlé. « Une dernière chose, vous vous excuserez auprès de Marie en personne et vous le penserez. Parce que si je sens le moindre ressentiment, la moindre excuse, la moindre justification pour ce que vous avez fait, notre arrangement prendra fin définitivement. » Julien avait hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. L'appartement que Laurent lui avait trouvé était à Saint-Denis, un modeste 2 pièces dans un quartier que Julien n'avait jamais visité. Il était meublé, rempli de nourriture, avec des vêtements à sa taille déjà dans le placard. C'était propre et confortable, et ça ressemblait à une cage. Laurent lui avait remis un téléphone. « C'est votre nouveau téléphone. Gardez-le sur vous en permanence. Quand nous appelons, vous répondez immédiatement. Compris? » « Compris. » Votre premier travail est simple. Il y a un restaurant dans le 1er arrondissement appelé Bellenis, un endroit familial. Ils font de bonnes affaires, mais leur marketing est coincé dans les années 1980. Vous allez les aider à créer une présence sur les réseaux sociaux, à moderniser leur publicité, à attirer de jeunes clients. Vous rendrez compte aux propriétaires, expliquerez que vous êtes consultant et ferez le travail. Julien l'avait regardé. C'est tout? C'est le travail pour l'instant. Prouvez que vous pouvez le faire bien et nous vous ferons passer à d'autres projets. Gâchez tout et nous trouverons d'autres usages pour vous, moins agréables.
Le travail chez Bellini's était en fait simple. Le propriétaire, un vieil homme italien nommé Jean-Pierre, était ravi d'avoir une aide professionnelle. Julien avait créé des comptes Instagram et Facebook, embauché un photographe pour prendre des photos de la nourriture, créé un site web qui ne ressemblait pas à un design de 1995. En un mois, les réservations avaient augmenté de 30 ans. Jean-Pierre l'avait embrassé sur les deux joues et l'avait appelé un génie. Julien avait fait son rapport à Laurent chaque semaine. Chaque fois, Laurent hochait la tête et disait « Bien, continuez ». C'était presque normal. Julien aurait presque pu oublier qu'il était essentiellement un prisonnier travaillant pour la mafia pour rembourser une dette pour un crime qu'il voulait désespérément oublier. Presque. Sauf les réunions hebdomadaires avec Laurent. Les instructions qui venaient à des heures impaires. Le rappel que sa vie n'était plus la sienne. 6 semaines après l'attaque, Laurent lui avait dit qu'il était temps de s'excuser auprès de Marie. Julien redoutait ce moment, sachant qu'il allait arriver, mais espérant que d'une manière ou d'une autre, ce ne serait pas le cas. Ils avaient conduit jusqu'à la planque de Saint-Denis, où Marie séjournait pendant sa convalescence. L'estomac de Julien se tordait pendant tout le trajet. Elle était assise dans le jardin quand il était arrivé, lisant un livre au soleil d'automne. Les bleus sur son visage s'étaient estompés en jaune et vert. Mais il pouvait encore voir le gonflement le long de son malaire, la cicatrice sur sa lèvre. Elle avait levé les yeux quand elle avait entendu des pas, et son expression était devenue d'un calme calculé quand elle l'avait vu. « Salut de Marie », avait dit Julien, sa voix à peine plus qu'un murmure. Julien, elle avait fermé son livre, l'avait mis de côté, ne l'avait pas invité à s'asseoir. Il se tenait là maladroitement, Laurent observant depuis l'embrasure de la porte. « Je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait. Il n'y a aucune excuse. J'étais en colère et frustré, et je me suis défoulé sur toi de la pire des manières possibles. Je t'ai blessé et je suis profondément, sincèrement désolé. » Marie l'avait étudié un long moment. « Comprenez-vous pourquoi ce que vous avez fait était mal? Pas à cause de qui est mon frère, mais parce que vous avez agressé un autre être humain. Oui, je le sais. J'ai eu beaucoup de temps pour y penser. À la façon dont je vous ai blâmé pour des choses qui n'étaient pas de votre faute, comment j'ai laissé ma jalousie et mon ressentiment s'accumuler jusqu'à ce que je craque. Vous ne méritiez rien de tout cela. Non, je ne le méritais pas. Sa voix était calme, mesurée. J'ai travaillé dur pour ma position. J'ai mérité cette promotion, et même si je ne l'avais pas fait, même si tout ce que vous croyez était vrai, cela n'aurait pas justifié de poser vos mains sur moi. Je sais que vous avez raison. Je suis désolé. » Marie s'était levée. Elle était plus petite que Julien ne se souvenait, probablement parce qu'il avait passé des semaines entouré des hommes de pierre, qui étaient tous de la taille de petits camions. Elle s'était dirigée vers lui, l'avait regardé directement dans les yeux. « J'ai demandé à mon frère de ne pas vous tuer, » avait-elle dit doucement. « Je lui ai dit que je voulais que vous fassiez face aux conséquences, mais je ne voulais pas votre mort sur ma conscience. Alors, vous travaillez pour lui maintenant. Bien, faites bien le travail, soyez honnête. Ne me faites pas regretter de vous avoir montré de la miséricorde. » Puis elle était retournée à sa chaise, avait repris son livre et avait continué à lire. La conversation était terminée. Laurent avait fait signe à Julien de le suivre. Dans la voiture, Julien était resté silencieux, assimilant ce que Marie avait dit. Elle lui avait sauvé la vie. Elle aurait pu dire à Pierre de le faire disparaître, et il l'aurait fait, mais elle avait choisi la miséricorde à la place. Il sentait ce poids s'installer sur ses épaules, plus lourd que n'importe quelle menace. C'était une dette immense qu'il ne pourrait jamais vraiment rembourser, seulement honorer. Au cours des 3 mois suivants, Julien avait travaillé sur divers projets pour l'organisation Castellano. La plupart étaient des affaires légitimes. Il avait aidé à redorer l'image d'une entreprise de construction, développer des supports marketing pour une chaîne de restaurants, créer des campagnes promotionnelles pour un service de gestion des déchets. Le travail était bon, et il était bon dans ce qu'il faisait. Il avait découvert qu'il aimait ça plus que son ancien emploi en entreprise,
probablement parce qu'il avait plus de liberté créative. Mais il avait aussi aperçu des bribes du côté obscur, les restaurants qui payaient un droit de protection, les projets de construction qui impliquaient des sous-traitants très spécifiques qui ne pouvaient pas être interrogés, les contrats de gestion des déchets qui semblaient liés à des fonctionnaires qui recevaient des honoraires de consultation généreux. Il gardait la tête basse et la bouche fermée, faisait le travail qui lui était assigné et essayait de ne pas trop réfléchir à ce que l'organisation faisait d'autre. Il voyait Marie occasionnellement. Elle était retournée travailler à l'agence Dubois et Associés, bien qu'elle ait été transférée dans un autre département. Leurs interactions étaient brèves et professionnelles. Elle n'avait jamais mentionné l'attaque. Lui non plus. Cela planait entre eux comme un fantôme. Un soir de février, Laurent l'avait convoqué pour une réunion. Julien s'était habitué à ses points de contrôle, s'attendant à une nouvelle mission. Au lieu de cela, il avait trouvé Pierre qui l'attendait dans le bureau. « Asseyez-vous, Julien », avait dit Pierre. Julien s'était assis, son rythme cardiaque immédiatement élevé. Les réunions avec Pierre directement étaient rares et généralement importantes. « Vous travaillez pour moi depuis 4 mois maintenant. Laurent me dit que vous avez fait du bon travail. Les entreprises que vous avez aidées ont constaté des améliorations mesurables. Vous avez été fiable, discret, et vous n'avez posé aucun problème. Merci, monsieur. Je vais vous offrir un choix. Vous pouvez continuer à travailler pour moi à ce titre, en aidant à gérer le côté légitime de nos opérations. Le travail sera stable, le salaire sera juste, et vous ferez partie de cette famille. Ou si vous préférez, vous pouvez partir. Votre dette est payée. Vous êtes libre de quitter Paris, de recommencer ailleurs, de construire une nouvelle vie. Julien l'avait regardé, sans voix. « Vous me laissez partir? Je vous donne l'option. Marie me l'a demandé. Elle pense que vous avez retenu la leçon, que vous avez suffisamment payé. Je suis enclin à être d'accord, mais le choix vous appartient. » Le premier instinct de Julien avait été de sauter sur l'occasion de la liberté, de fuir aussi loin de Paris et de la famille Castellano que possible. Mais ensuite, il avait pensé à sa vie d'avant, l'enfer du monde de l'entreprise, les politiques internes, le ressentiment. Il avait été misérable, et cette misère l'avait transformé en quelqu'un capable de violence. Travaillant pour Pierre, il faisait un travail qu'il appréciait. Il était bon dans ce qu'il faisait. Il se sentait valorisé d'une manière qu'il n'avait jamais connue chez Dubois et Associés. Et oui, c'était dangereux, moralement compliqué, mais c'était aussi plus honnête que les coups d'un bois dans le dos qu'il avait endurés auparavant. « J'aimerais rester », avait dit Julien, « si vous voulez bien de moi. » Pierre avait hoché la tête, peu surpris. « Alors, bienvenue officiellement dans la famille cette fois-ci. Vous ferez désormais directement rapport à moi, pas à Laurent. Vos responsabilités s'étendront. Vous serez impliqué dans la planification stratégique, le développement commercial à long terme. Mais Julien, comprenez bien ceci. Une fois que vous faites ce choix, vous êtes dedans. Il n'y a pas de retour en arrière plus tard. Êtes-vous certain? » Julien avait pensé à Marie, à la façon dont elle lui avait montré de la miséricorde alors qu'elle aurait pu le condamner, à la façon dont il lui devait sa vie, à la façon dont cette organisation, criminelle soit-elle, lui avait donné une seconde chance, alors que le monde légitime l'avait mâché et recraché. « Je suis certain », avait-il dit. 3 semaines plus tard, Julien travaillait tard au bureau que l'organisation Castellano maintenait dans le Marais quand Marie était entrée. Il avait levé les yeux, surpris. Elle venait rarement dans les bureaux de la famille. « Marie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu avais décidé de rester, de rejoindre officiellement l'organisation. » Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Je voulais te demander pourquoi. » Julien avait posé son stylo. « Honnêtement, parce que je suis mieux ici que là-bas. Le monde de l'entreprise m'a transformé en quelqu'un que je détestais. Quelqu'un qui pouvait blesser une autre personne par jalousie et par dépit. Ici, au moins, je sais de quoi je fais partie. Il n'y a pas de faux-semblants. Il n'y a pas non plus de sortie.
Je sais, mais ça me va. Je te dois ma vie, Marie. Tu aurais pu dire à Pierre de me tuer et il l'aurait fait. Tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, j'essaie d'être digne de cette miséricorde. Marie était entrée dans la pièce. S'était assise en face de lui. Je peux te dire quelque chose? Quand Julien m'a agressé, j'étais terrifié. Pas seulement à ce moment-là, mais après. J'avais peur de retourner au travail, peur d'être seul, peur de chaque homme qui me regardait de travers. Il m'a fallu des mois pour me sentir à nouveau en sécurité. Je suis désolé, avait dit Julien, et il le pensait. Je sais que tu l'es, et je t'ai pardonné en grande partie. Mais Julien, travailler pour mon frère n'efface pas ce que tu as fait. Ça ne fait pas de toi une bonne personne. Ça te rend juste utile. Je comprends ça. Le comprends-tu? Parce que j'ai besoin que tu comprennes autre chose. Mon frère a des règles strictes sur le respect, sur la loyauté, sur la façon dont nous nous traitons. Si jamais, jamais tu blesses quelqu'un dans cette famille de la façon dont tu m'as blessé, il n'y aura pas de seconde chance. Pierre n'hésitera pas. Je ne le lui demanderai pas. Je ne ferai jamais ça. Tu as dit ça avant de me battre jusqu'à l'inconscience, Paul. Alors pardonne-moi si j'ai besoin d'un rappel à voix haute. Tu as une seconde chance, c'est tout. Fais en sorte qu'elle compte. Elle s'était levée pour partir, puis s'était arrêtée à la porte. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as changé. Je pense que tu comprends ce que tu as fait et pourquoi c'était mal. Je pense que tu essaies d'être meilleur. C'est pourquoi j'ai plaidé pour toi. Ne me fais pas le regretter. Après son départ, Julien était resté dans le bureau sombre, regardant la ligne d'horizon de Paris. La ville scintillait de millions de lumières, chacune représentant une personne, une histoire, un choix. Il avait fait son choix. Il avait agressé Marie dans un moment de rage. Et ce moment avait détruit son ancienne vie et l'avait forcé à en embrasser une nouvelle. Si c'était une punition ou une opportunité, il n'en était toujours pas sûr. Mais il savait une chose avec certitude. Il ne lèverait plus jamais la main avec colère. Il ne laisserait plus jamais la jalousie et le ressentiment l'empoisonner jusqu'à la violence, parce que Marie lui avait donné quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne méritait pas, une seconde chance. Et il passerait le reste de sa vie à essayer d'en être digne. Pensez-vous que Julien et Marie peuvent réellement construire une relation de travail après tout ce qui s'est passé? Les 6 mois suivants furent un tourbillon d'activités. Julien s'était jeté à corps perdu dans le projet du club, développant une campagne marketing qui avait généré un buzz dans tous les cercles sociaux de Paris. Il avait créé un compte Instagram qui montrait des aperçus soigneusement sélectionnés du processus de construction, des détails luxueux, des citations de célébrités sur la vie nocturne exclusive. Il avait fait circuler des histoires auprès des chroniqueurs mondains sur un nouveau lieu mystérieux qui redéfinirait la scène des clubs. Il avait construit un site web qui nécessitait un code d'invitation juste pour accéder aux informations de base. La stratégie avait parfaitement fonctionné. Au moment où la soirée d'ouverture approchait, obtenir une invitation pour le club appelé Onyx était le billet le plus convoité de Paris. Julien avait réussi à créer exactement ce que Marie voulait. Le sentiment que d'être admis à l'intérieur signifiait que l'on faisait partie de quelque chose de spécial. Marie s'était avérée être une excellente chef, exigeante mais juste, avec des attentes claires et de bons instincts. Elle et Julien avaient développé une solide relation de travail construite sur le respect mutuel et la reconnaissance tacite de leur histoire compliquée. Ils ne socialisaient pas en dehors du travail, ne prétendaient pas être amis, mais ils collaboraient efficacement. La grande ouverture d'Onyx fut un succès massif. 500 invités soigneusement sélectionnés remplirent de l'espace, qui avait été transformé en un lieu époustouflant avec des murs en briques apparentes, de l'art moderne, un éclairage stratégique et un système sonore qui pouvait vous faire sentir la musique dans vos os. Julien se tenait près du bar, observant la foule, ressentant une fierté qu'il n'avait pas connue dans son ancienne carrière. Pierre apparut à ses côtés, un rare sourire sur son visage.
Tu as fait du bon travail, Julien. Cela a dépassé mes attentes. Merci, monsieur. Marie mérite la majeure partie du crédit. Sa vision a rendu cela possible. Elle m'a dit de la même chose à propos de toi. Pierre lui avait tapé sur l'épaule. Tu as fait tes preuves. Bienvenue dans la famille pour de bon cette fois-ci. Ces mots avaient signifié plus que Julien ne s'y attendait. Au cours de la dernière année, il était passé d'un homme amer et violent, attaquant un collègue, à quelqu'un qui reconstruisait sa vie de la manière la plus improbable possible. Il avait trouvé un but, une compétence, même une étrange sorte de rédemption en travaillant pour l'organisation Castellano. Alors que la nuit avançait, Julien s'était retrouvé à l'extérieur du club, prenant l'air, observant la file de personnes espérant entrer. Marie l'avait rejoint, 2 coupes de champagne à la main. Elle lui en avait offert une. « À Onyx », avait-elle dit, levant son verre. « À Onyx », avait fait écho Julien. Ils étaient restés dans un silence confortable un instant avant que Marie ne reprenne la parole. « Je n'aurais jamais cru que nous serions là, à travailler ensemble, à gérer une entreprise prospère, à bien nous entendre. » Moi non plus. Il y a 1 an, si quelqu'un m'avait dit que je finirais ici, je l'aurais traité de fou. Le regrettes-tu, quoi que ce soit? Julien avait considéré la question attentivement. Je regrette de t'avoir agressé chaque jour, ça ne changera jamais. Mais tout ce qui est venu après, le travail, rejoindre la famille, trouver une place où je me sens vraiment à ma place. Non, je ne le regrette pas. Bien, parce que tu fais partie de ça maintenant. Pour le meilleur ou pour le pire, tu es un associé Castellano. Cela signifie quelque chose. Cela signifie loyauté, responsabilité, engagement. Peux-tu gérer ça? Oui, je le peux. Je le ferai. Marie l'avait étudié un long moment, puis avait hoché la tête. Je te crois. Et Julien, merci pour le travail que tu as fait, pour avoir pris ça au sérieux, pour avoir prouvé que les gens peuvent changer. Merci de m'avoir donné la chance d'essayer. Ils étaient rentrés à l'intérieur, de retour à la fête, de retour à leur rôle respectif dans l'organisation. La musique battait son plein, le champagne coulait, et Onyx s'était établi comme le premier club de Paris. Dans la section VIP, Pierre recevait divers associés d'affaires, légitimes ou non, menant le genre de réunion qui faisait de lui l'un des hommes les plus puissants de Paris. Et Julien, l'expert en marketing qui était tombé dans ce monde par la violence et le désespoir, se retrouvait à penser à la façon dont une terrible décision avait détruit son ancienne vie et en avait construit une nouvelle. Il avait agressé Marie Castellano dans un moment de rage, ne sachant pas que son frère était un chef de la mafia. Cette ignorance l'avait presque tué, mais elle l'avait aussi sauvé d'une certaine manière, l'avait forcé à affronter ce qu'il était devenu et à choisir d'être quelqu'un de meilleur. 2 ans après l'attaque, Julien était entièrement intégré à l'organisation Castellano. Il gérait le marketing de 12 entreprises différentes, supervisait la présence sur les réseaux sociaux des opérations légitimes de la famille et était devenu l'un des conseillers de confiance de Pierre pour tout ce qui concernait la perception publique et la gestion de la marque. Il s'était montré précieux, fiable et entièrement loyal. Sa relation avec Marie avait évolué vers quelque chose qui ressemblait à de l'amitié, bien qu'aucun des deux ne l'aurait qualifié ainsi. Ils travaillaient bien ensemble, comprenaient les forces et les faiblesses de chacun et maintenaient un respect professionnel construit sur leur histoire partagée. L'attaque n'était jamais mentionnée, mais elle informait tout ce qui se passait entre eux, une fondation de compréhension de la nature humaine, du pardon et de la rédemption. Un soir de mars, Pierre avait convoqué Julien et Marie à son bureau pour une réunion privée. Quand ils étaient arrivés, Laurent et Antoine étaient déjà là, ainsi qu'un homme que Julien ne reconnaissait pas. La cinquantaine, costume cher, l'attitude de quelqu'un habitué à l'autorité. « Julien, Marie, voici le détective Michael Bernard », avait dit Pierre. « Il est sur notre paie, et ce depuis 15 ans. Il est ici parce que nous avons un problème. » L'estomac de Julien s'était serré. Être dans une pièce avec un flic corrompu sur la paix de la famille signifiait de sérieux ennuis. Le détective Bernard avait sorti un dossier.
Le FBI bâtit un dossier contre l'organisation Castellano depuis 2 ans. Il se concentre sur vos entreprises de construction, affirmant que vous menez une opération de trucage d'offres, que vous payez des fonctionnaires de la ville en utilisant les projets pour blanchir de l'argent d'opérations illégales. À quel point sont-ils proches? Avait demandé Pierre calmement. Assez proches pour qu'ils agissent bientôt, dans 3 mois, peut-être moins. Ils ont des écoutes téléphoniques, des dossiers financiers, des témoignages de quelques petites poissons qui ont retourné leur veste. Ce n'est pas blindé, mais c'est substantiel. Marie s'était penchée en avant. Quel est leur objectif? Ils veulent retourner quelqu'un de plus haut dans la chaîne. Ils montent le dossier pour faire pression sur Laurent ou Antoine, espérant que l'un d'eux se retournera contre Pierre en échange d'une peine réduite. Ça n'arrivera pas, avait dit Laurent catégoriquement. Je sais, c'est pourquoi nous devons anticiper. Bernard avait regardé Pierre. Vous devez isoler l'organisation. Vous éloigner de tout ce qui pourrait être définitivement prouvé criminel. Renforcer les entreprises légitimes. Les rendre à l'épreuve des balles. Et vous devez être prêt pour ce qui va suivre. Après le départ de Bernard, Pierre s'était tourné vers Julien et Marie. C'est là que vous devenez essentiels. Les entreprises légitimes doivent être absolument propres. Chaque dossier parfait, chaque transaction documentée, chaque employé vérifié. Si le FBI frappe à la porte, je veux qu'il ne trouve rien d'autre que des opérations commerciales en bonne et due forme. Pouvez-vous faire ça? Oui, avait dit Marie immédiatement. Nous allons tout auditer, corriger les irrégularités, assurer une conformité totale. Bien, parce que si ça tourne mal, s'il monte un dossier assez solide pour porter des accusations, beaucoup de monde va tomber, y compris vous deux. Julien avait senti le poids de cela s'installer sur ses épaules. Il savait intellectuellement que travailler pour l'organisation Castellano comportait des risques, mais c'était différent. C'était le FBI. Accusation fédérale, peine de prison potentielle. Tout ce qu'il avait construit au cours des 2 dernières années pouvait s'effondrer. Nous ne vous laisserons pas tomber, avait dit Julien. Pendant les 3 mois suivants, Julien et Marie avaient travaillé 18 heures par jour, examinant chaque aspect des opérations légitimes de la famille Castellano. Ils avaient trouvé des irrégularités mineures, des problèmes de paie, des erreurs de déclaration fiscale qu'ils avaient toutes corrigées méticuleusement. Ils avaient mis en œuvre de nouvelles procédures comptables, engagé une équipe d'avocats pour examiner les contrats et créer des pistes documentaires qui satisferaient même l'auditeur le plus agressif. L'entreprise de construction était la plus grande préoccupation. Elle avait été utilisée pour le blanchiment d'argent, sans aucun doute. Mais Julien et Marie avaient travaillé avec les comptables pour tout restructurer, créant une explication plausible pour chaque euro qui avait transité par l'entreprise. Ils ne pouvaient pas effacer le passé, mais ils pouvaient le rendre suffisamment trouble pour que prouver une intention criminelle soit presque impossible. Fin juin, les descentes du FBI eurent lieu. Des agents fédéraux envahirent les bureaux de l'entreprise de construction, le siège social de Pierre, même Onyx. Ils saisirent des ordinateurs, des dossiers, des registres financiers. Ils amenèrent Pierre pour l'interroger, ainsi que Laurent, Antoine et une douzaine d'autres associés. Julien et Marie avaient observé, depuis le bureau d'Onyx, les agents transporter des cartons de documents. Les mains de Julien tremblaient. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé, tout ce qu'il avait construit, pouvait disparaître. Il pouvait finir en prison fédérale pour obstruction à la justice, conspiration, n'importe quelle accusation. Tout ça parce qu'il avait agressé Marie 2 ans auparavant et s'était retrouvé là. « Ils ne trouveront rien », avait dit Marie doucement, comme si elle lisait dans ses pensées. « Nous nous en sommes assurés. » Et si nous avions oublié quelque chose? Alors nous nous en occuperons. Mais Julien, nous avons été minutieux. Nous avons fait ça correctement. Elle avait raison. Quand le FBI eut terminé son enquête 3 mois plus tard, ils avaient des preuves de quelques irrégularités financières,
de quelques pratiques commerciales douteuses, mais rien qu'il puisse définitivement prouver être criminel. Le dossier contre Pierre Castellano s'était effondré. Les procureurs avaient refusé de porter des accusations, citant des preuves insuffisantes. Le jour où ils avaient dû la nouvelle, Pierre avait convoqué Julien et Marie à son bureau. Il semblait épuisé mais soulagé, plus vieux qu'il ne l'était avant le début de l'enquête. « Vous avez sauvé cette famille », leur avait-il dit. « Si vous deux n'aviez pas tout nettoyé, si vous n'aviez pas été si méticuleux, nous serions tous face à des accusations fédérales en ce moment. Je vous dois à tous les deux plus que je ne peux l'exprimer. » « Nous faisions juste notre travail », avait dit Marie. « Non, vous protégez votre famille, vous deux. » Pierre avait regardé Julien. « Vous avez fait un long chemin depuis le collet Montanlaire qui a agressé ma sœur. Vous êtes devenu quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un sur qui je compte. Cela signifie quelque chose. » Julien avait senti des émotions qu'il ne pouvait nommer gonfler dans sa poitrine. « Merci, monsieur, de m'avoir donné une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Merci de l'avoir prise. » 5 ans après l'attaque, Julien était assis dans le bureau de Pierre, regardant la ligne d'horizon de Paris. Il avait été promu vice-président senior du développement commercial pour Castellano Entreprises, la société mère qui gérait toutes les opérations légitimes de la famille. Il gagnait plus d'argent que jamais dans sa carrière d'entreprise, avait du respect et de l'autorité et avait construit quelque chose dont il était vraiment fier. Marie était devenue le bras droit de Pierre, gérant les opérations quotidiennes, la première femme à occuper une position aussi élevée dans l'histoire de l'organisation. Elle s'était montrée aussi capable et implacable que n'importe quel homme, gagnant le respect par sa compétence et sa force. « J'ai pensé à la planification de la succession », avait dit Pierre. Il avait 47 ans maintenant, toujours vital et puissant, mais pensant à l'avenir. « Cette organisation aura besoin d'un leadership fort quand je me retirerai. J'envisage de faire de Marie ma successeur. » Julien avait hoché la tête. « Elle serait excellente, tout le monde la respecte. Elle comprend les côtés légitimes et illégitimes de l'entreprise. Elle est juste mais ferme. Le problème est que certains de l'ancienne garde n'accepteront pas une femme comme chef. Ils résisteront, contesteront son autorité. Peut-être même se retourneront contre elle. Elle aura besoin d'alliés, de personnes en qui elle peut avoir confiance. » « Absolument. Serez-vous l'une de ces personnes? » Julien n'avait pas hésité. « Oui, sans aucun doute. Même en sachant que cela pourrait vous mettre en danger, que la soutenir pourrait faire de vous une cible. Je lui dois ma vie, Pierre. Elle avait tous les droits de demander ma mort, et à la place, elle m'a montré de la miséricorde. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis devenu existe parce qu'elle a choisi la compassion plutôt que la vengeance. Alors oui, je la soutiendrai toujours. » Pierre avait souri, quelque chose de rare et de sincère. « C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Parce que Julien, vous êtes devenu plus qu'un simple employé pour cette famille. Vous êtes devenu un symbole de ce en quoi nous croyons. Que les gens peuvent changer. Que les erreurs ne vous définissent pas pour toujours. Qu'il y a toujours un chemin vers la rédemption si vous êtes prêt à le parcourir. Je le parcours encore chaque jour. Je sais. Et c'est pourquoi vous aiderez Marie à diriger cette organisation vers l'avenir. » 3 mois plus tard, Pierre avait annoncé sa retraite. Marie était devenue la chef de l'organisation Castellano, la première femme à diriger une grande famille criminelle dans l'histoire de Paris. Il y avait eu de la résistance, comme Pierre l'avait prédit, mais Marie l'avait gérée avec habileté et stratégie, formant des alliances, faisant preuve de force quand c'était nécessaire et construisant une coalition de soutien. Julien était resté à ses côtés pendant tout cela, gérant les entreprises orientées vers le public, assurant la prospérité des opérations légitimes, fournissant conseils et soutien. Il était passé de son agresseur à son conseiller le plus fiable, une transformation qui le surprenait encore parfois. Un soir, alors qu'il quittait un Onyx après une réunion d'affaires, Marie l'avait arrêté sur le trottoir. « Je peux te dire quelque chose. Quand tu m'as agressé il y a 5 ans,
J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je me souviens d'être allongé sur le sol de la salle de conférence, à peine conscient, pensant que c'était la fin de mon histoire. Battu à mort par un collègue jaloux qui ne saurait même jamais qui j'étais vraiment. Julien avait senti la honte et la culpabilité familière l'envahir. Je suis désolé. Je serai toujours désolé. Je sais, mais voilà. Si cela n'était pas arrivé, je travaillerais probablement encore chez Dubois et Associés, prétendant que je n'étais pas une Castellano, essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. L'attaque m'a forcé à affronter qui je suis vraiment, à embrasser ma famille, à assumer ce rôle. D'une étrange manière, cela m'a mis sur le chemin où je suis maintenant. Je ne pense pas pouvoir m'attribuer le mérite de ton succès, Marie. Je ne t'attribue aucun mérite. Je reconnais juste que parfois des choses terribles mènent à des résultats inattendus. Tu m'as agressé, ce qui était impardonnable. Mais la réaction de Pierre t'a intégré à la famille, ce qui t'a donné une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Et mon processus de récupération m'a fait réaliser que je ne pouvais pas continuer à fuir mon identité. Alors nous voilà, avait fait écho Julien. Je veux que tu saches quelque chose. Je te fais confiance, Julien. Complètement. Tu as fait tes preuves 1000 fois. Quand les gens remettent en question mon jugement, se demandent si on peut vraiment te faire confiance étant donné notre histoire, je te défends parce que j'ai vu ta croissance. J'ai vu ton engagement. Je sais qui tu es maintenant. Et cette personne est quelqu'un avec qui je suis fier de travailler. Julien avait senti les larmes monter. Merci, cela signifie tout. Continue juste d'être cette personne. Continue de choisir d'être meilleur. C'est tout ce que je demande. Ils étaient restés dans un silence confortable un instant, observant la ville bouger autour d'eux. La nuit était fraîche, les rues animées de gens se dirigeant vers des restaurants, des clubs et des théâtres. Tous inconscients qu'ils se tenaient près de la tête d'une famille criminelle et de son conseiller le plus proche. Deux personnes liées par la violence et la rédemption. Les années passèrent, l'organisation Castellano prospéra sous la direction de Mary. Elle modernisa les opérations, s'étendit dans de nouveaux territoires et apporta un niveau de sophistication aux affaires familiales qui impressionna même l'ancienne garde qui avait initialement résisté à son ascension. Julien resta son conseiller le plus proche, l'architecte du visage public de leur empire, l'homme qui avait transformé des entreprises criminelles en opérations commerciales d'apparence légitime. Il n'oublia jamais ce qu'il avait fait. L'attaque vivait dans sa mémoire un rappel permanent de qui il avait été et de qui il refusait d'être à nouveau. Parfois, il voyait Marie toucher sa joue distraitement, l'endroit où il l'avait frappée, et la honte l'envahissait à nouveau, fraîche et vive. Mais il utilisait cette honte, la canalisant en détermination à être digne de la seconde chance qu'elle lui avait donnée. La famille Castellano devint connue non seulement pour son pouvoir, mais pour sa miséricorde inattendue, sa volonté de donner une seconde chance aux gens s'ils se montraient dignes. Cela avait commencé avec Julien, mais ça ne s'était pas arrêté là. Marie mit en œuvre des programmes pour aider les gens sur leur territoire qui avaient commis des erreurs, qui avaient besoin d'opportunités pour reconstruire leur vie. Elle comprenait mieux que quiconque qu'une terrible décision n'avait pas à définir quelqu'un pour toujours. Julien se demandait parfois ce qui se serait passé s'il n'avait jamais agressé Marie. Serait-il encore chez Dubois et Associés, amer et rancunier, se détruisant lentement avec la colère? Ou se serait-il finalement déchaîné sur quelqu'un d'autre? Aurait-il fini en prison, ou pire? Ou aurait-il trouvé un autre chemin vers le changement? Il ne le saurait jamais. L'attaque avait été son point de rupture, le moment qui avait brisé son ancienne vie et l'avait forcé à reconstruire. C'était la pire chose qu'il ait jamais faite. Et paradoxalement, cela l'avait conduit à devenir la meilleure version de lui-même. Non pas parce que la violence était justifiée, mais parce que les conséquences forçaient la croissance. 10 ans après l'attaque, Julien et Marie se tenaient sur le toit d'Onyx, dominant la ville qu'ils avaient contribué à façonner. Le club était toujours prospère,
toujours le lieu le plus exclusif de Paris. Julien avait étendu son rôle pour inclure le conseil politique, aidant à élire des fonctionnaires favorables aux intérêts des Castellano. Marie avait construit un empire qui couvrait des entreprises légitimes et illégitimes, toujours attentive à garder les éléments criminels complètement séparés des opérations publiques. « Tu penses encore à ce jour-là » demanda Marie. « Chaque jour, admit Julien. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. La chose que je changerais si je pouvais revenir en arrière. » « Le changerais-tu » Julien considéra la question attentivement. « Je changerais l'attaque, absolument. Je donnerais n'importe quoi pour ne pas t'avoir fait de mal. Mais tout ce qui est venu après, tout ce que nous avons construit, je ne sais pas si tout cela se serait produit si ce jour n'avait pas eu lieu. C'est le paradoxe de la rédemption. On ne peut pas défaire la mauvaise chose, mais on peut construire quelque chose de bon par-dessus. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut écrire un avenir différent. Est-ce ce que nous avons fait? Écrire un avenir différent? Je pense que oui. Tu n'es pas l'homme en colère qui m'a agressé. Je ne suis pas la femme qui essaie de cacher son identité. Nous sommes tous les deux devenus quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Le chemin ici a été terrible, mais la destination ne l'est pas. Ils restèrent en silence, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles tombées sur terre. Quelque part en dessous, dans ces rues et ces bâtiments, des gens faisaient des choix qui définiraient leur avenir. Certains feraient de bons choix, d'autres de mauvais. Certains obtiendraient une seconde chance, d'autres non. Le monde tournait sur ces moments, ces décisions, ces opportunités de changement. Julien avait fait un terrible choix il y a 10 ans. Il avait blessé une femme innocente par jalousie et par rage. Ce choix l'avait presque détruit, aurait dû le détruire. Mais Marie Castellano avait choisi la miséricorde plutôt que la vengeance, la rédemption plutôt que la revanche. Et ce choix l'avait sauvé, transformé, lui avait donné une vie qui valait la peine d'être vécue. « Merci, dit Julien doucement, pour tout. Pour m'avoir montré de la miséricorde, pour m'avoir donné une chance, pour m'avoir fait confiance quand tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. »« Merci d'en valoir la peine, » répondit Marie. Le vent se leva, emportant avec lui les sons de la ville. La musique du club en dessous, le trafic des rues, le lointain mugissement des sirènes, la bande-son de Paris, la ville qui ne s'arrête jamais de bouger, ne cesse de changer, n'offrant jamais de seconde chance à ceux qui sont assez courageux pour les saisir. Julien jeta un dernier regard à l'horizon, puis rentra. Il y avait toujours du travail à faire, des réunions à suivre, des affaires à mener. L'organisation Castellano ne dormait jamais, et lui non plus. Mais c'était un bon travail, un travail significatif, un travail qui comptait. Il avait trouvé son but dans l'endroit le plus inattendu, forgé par la violence et la miséricorde à parts égales. Et quelque part dans la ville en dessous, quelqu'un d'autre faisait un choix qui changerait sa vie pour toujours. Quelqu'un se tenait à un carrefour, décidant qui il allait devenir. Julien espérait qu'il choisirait mieux que lui. Mais s'il ne le faisait pas, s'il faisait le terrible choix et faisait face aux conséquences, il espérait qu'il trouverait la même grâce qu'il avait trouvée, la même chance de reconstruire, la même opportunité de devenir quelqu'un qui valait la peine d'être. Parce que c'était, en fin de compte, ce que la famille Les Castellano offrait. Non seulement le pouvoir ou l'argent ou la protection, mais la possibilité de transformation. La chance d'écrire une nouvelle histoire, même quand l'ancienne semblait ne pouvoir se terminer que par une tragédie. Julien Dupré avait agressé Marie Castellano, ne sachant pas qu'elle était la sœur d'un chef de la mafia. Cette ignorance aurait dû le tuer. Au lieu de cela, elle l'avait sauvé. Et en le sauvant, Marie avait prouvé quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Que nous ne sommes pas définis par nos pires moments, mais par ce que nous choisissons de faire après eux.